Un village dans le Jura 2 de Daniel Stern, 1865, journal Le Temps. Marie Dagout, plus connue sous son nom de plume Daniel Stern, est née en 1805 à Francfort-sur-le-Main, dans le Saint-Empire germanique. Elle grandit en France, dans un milieu aristocratique, et suit d'abord le chemin tracé par ses parents, en se mariant en 1827 au comte Dagout, un homme de bonne naissance. En 1833, sa vie bascule quand elle rencontre Franz Liszt, avec qui elle s'enfuit en Suisse puis en Italie pour vivre une passion qui durera près de 10 ans. Revenue à Paris, Marie Dagout devient journaliste, essayiste et romancière. Elle n'hésite pas à écrire sur des sujets considérés comme masculins à l'époque, tels que l'histoire, la politique, la philosophie ou encore l'agriculture. Elle tient un salon fréquenté notamment par Jules Grévy et Louis-Nicot de Ronchon. Ce dernier, châtelain de Saint-Lupicin, est un ami de longue date de la comtesse. Elle passera plusieurs étés dans le manoir jurassien de la famille de Ronchon. Lors de son séjour de 1865, elle écrit et publie 5 lettres intitulées « Un village dans le Jura » dans le journal parisien Le Temps. Dans sa deuxième lettre, elle s'intéresse à l'agriculture et à l'étrange organisation des fruitières. La lettre est adressée à Guy de Charnacé, gendre de Marie et journaliste spécialisé dans le domaine agricole. Un village dans le Jura, à Monsieur le comte Guy de Charnacé, Saint-Lupicin, 5 septembre. Je vous disais l'autre jour, mon cher Guy, que l'agriculture n'avait qu'une importance secondaire dans ces régions montagneuses. Les habitants en auraient assurément l'intelligence, mais le sol et le climat s'y prêtent mal. La température y est extrêmement variable, l'air subtil et élastique, agité par de brusques souffles des vents, fait monter et descendre le mercure du thermomètre avec une rapidité si grande qu'il n'est pas rare de le voir parcourir, dans les 24 heures, l'espace de 16 à 18 degrés. Les gelées durent ici plus de 6 mois, avec des interruptions très préjudiciables au bien de la terre. Les sécheresses de l'été sont parfois désastreuses sur ce plateau qui a été déboisé avec une imprévoyance extrême, et où, des immenses forêts primitives, il ne reste plus, de loin en loin, que de minces bouquets d'arbres. Là où le rocher calcaire ne se montre pas à nu, il est recouvert d'une terre rougeâtre qui glisse perpétuellement sur les pentes abruptes et dont un premier coup de bêche atteint le fond. Le soc de la charrue n'y entre communément qu'à 4 ou 5 pouces. En beaucoup d'endroits, les pierres roulantes sont en si grand nombre qu'on ne saurait remuer le sol autrement qu'avec la pioche. Voici qui ne ressemble guère à vos profondeurs arables de l'Anjou. N'est-il pas vrai ? On cultive néanmoins sur le plateau de Saint-Lupicin toutes les céréales, le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs surtout, le turquie comme ils disent ici, dont la farine forme une portion notable de la nourriture des paysans. Les plantes potagères aussi, la pomme de terre surtout, se plaisent dans ces terres légères. Quant aux prairies, naturelles ou artificielles, elles sont arrachées le plus souvent par la mine à ces pierrets semés de buis qui, aux yeux des paysagistes, ont l'aspect le plus pittoresque, mais dont le laboureur et le pasteur détournent tristement la vue. Et, comme l'art des irrigations et du drainage est encore à peu près inconnu dans ce pays retiré, les prairies produisent très peu et ne permettent pas de nourrir abondamment à l'étable les vaches laitières, qui sont cependant la richesse permanente et principale de la montagne. Il en résulte aussi que les troupeaux, demeurant trop longtemps dans les pâturages, l'engrais se perd. Mais ici, l'industriel vient en aide aux laboureurs. Les résidus de la corne travaillée autour fournissent, paraît-il, une très bonne fumure et qui supplée l'autre. Quant au bétail, vous n'en seriez guère plus satisfait. Point de moutons, si ce n'est çà et là quelques pauvres bêtes que le boucher fait venir et qui broutent mélancoliquement leur vie précaire. Des bœufs de race médiocre, élevés dans le pays ou tirés du budget, qui labourent et traînent le chariot en concurrence avec les vaches,
dont le travail paraît aux paysans plus économique, bien qu'il se fasse au détriment de la fécondité et de la production du lait. Les chevaux, presque tous de race suisse, grands et solides, mais d'une structure lourde et commune, ne servent généralement ici qu'au transport. On les attelle à ces chariots à 4 roues très étroits, d'une longueur démesurée, qui sont connus par toute la Bourgogne sous le nom de comtois. Les ânes et les mulets ne descendent guère de la haute montagne. Les chèvres ont presque entièrement disparu à cause de leurs dégâts, bien que leur lait, mélangé dans une certaine proportion avec le lait de vache, serve à la fabrication des fromages. On engraisse beaucoup de porcs avec les différents produits du lait qui ne sont pas consommés par les hommes. Quant aux volailles, elles ne sont point belles, mais leur chair est délicate, étant nourrie de maïs. De tout ceci, mon cher agronome, n'allez pas conclure toutefois que la culture soit négligée ou qu'elle reste stationnaire à Saint-Lupicin. La propriété très morcelée y est l'objet d'un amour extrême. Le paysan, ici comme partout, est attaché au sol plus qu'ailleurs. Il se montre disposé à suivre le progrès des arts rustiques pour peu qu'on prenne la peine de les lui enseigner. Mais sur ce point, comme sur tant d'autres, l'enseignement fait défaut. Ce qui se fait de bon, c'est d'instinct, sans direction, sans grand encouragement d'aucune sorte. C'est d'instinct aussi, c'est par la naturelle impulsion des choses, bien plus encore qu'à l'imitation des pays voisins, que se sont formées dans le Jura ces sociétés pour la fabrication du fromage, qui représentent, comme je vous le disais, la richesse naturelle de ces montagnes. Rien d'analogue dans les provinces que nous avons habitées, ni en Anjou, ni en Touraine, ni dans la Brie, ni dans la Bretagne. C'est ici l'institution jurassienne par excellence, et c'est pourquoi je tiens à vous la faire connaître. Vous savez que la fabrication des fromages est, pour les montagnards du Jura, l'objet d'une exportation considérable. Les fromages sont de 2 espèces, le Sémoncel, qui ressemble au Roquefort, le Vachelin, très analogue au Gruyère, et qui se vend sous ce nom. Le Sémoncel, qui se fait dans la haute montagne, n'entre que pour 1/100 dans l'exportation générale. Comme il ne se prépare pas en grand et qu'une grande masse de lait n'y est pas nécessaire, il ne sort pas du domaine de la propriété. Le Vachelin, au contraire, ne pouvant pas se faire si l'on ne réunit le lait d'un grand nombre de vaches, il n'y aurait eu que les riches propriétaires à s'enrichir du produit de leur étable si les pauvres, par l'association, n'avaient suppléé à l'insuffisance de la propriété privée. L'organisation des fromageries, ou fruitières, c'est le nom local, n'a pas d'autre origine. Pour entretenir une fruitière, la réunion de 50 vaches est de première nécessité. Mais, l'exploitation étant d'autant plus avantageuse qu'elle a lieu sur une plus grande échelle, on s'arrange pour dépasser le plus qu'on peut ce nombre indispensable. Le premier soin des associés est de construire ou de louer un chalet pour y établir la manipulation et de choisir un bon fruitier. Un montagnard, à la fois habile au procédé de la fabrication, ces procédés importent à l'excellence des fromages autant et plus encore, dit-on, que la qualité du lait, et parfaitement intègre dans la tenue d'une comptabilité où la fraude ne serait pas malaisée. On installe ce fruitier dans le chalet, garni de tous ses ustensiles. La grande chaudière en cuivre, les baquets en sapin, les gouttoirs, les moules qui déterminent la forme des fromages, etc. Le magasin, où on les conserve pendant plusieurs mois, jusqu'à la venue des marchands qui les achètent en gros et sous le même toit, de façon que tous les soins et toute la surveillance soient concentrés et faciles. Chaque associé apporte journellement à la fruitière la traite de sa vacherie. Le fruitier l'examine, de sévères amendes, suivies de l'exclusion du sociétaire, punissent le mélange de l'eau ou toute autre falsification du lait. Il pèse la quantité fournie par chacun, il en prend note, et la marque au moyen d'une entaille dans un morceau de bois qui tient lieu, à lui et à tous, de registre et d'écriture. L'évaluation de l'apport et la répartition du bénéfice se font de la manière la plus équitable et la plus simple. Le premier jour de la manipulation, tous les produits de la fruitière appartiennent à celui qui a fourni la plus grande quantité de lait. Mais comme on en a manipulé beaucoup plus qu'il en a livré, il reste débiteur de la société pour l'excédent et, son tour étant passé, on ne fromagera plus pour lui que lorsque sa dette payée, il sera de nouveau en avance avec la fruitière
et son créancier le plus fort. Quant aux contestations qui pourraient survenir, en l'absence de tout acte notarié, elles sont réglées par un syndicat qui préside à l'exécution des règlements et dont les décisions ont force de loi. Ces contestations sont d'ailleurs extrêmement rares dans ce pays de probité parmi des gens qu'anime un grand esprit de justice avec l'intelligence de leur intérêt véritable. Depuis plus de 60 ans qu'elle est fondée et dans une fabrication d'environ 20 000 kilos par saison, la fruitière de Saint-Lupicin n'a vu s'élever, m'assure-t-on, aucune contestation sérieuse. Vous le voyez, mon cher Guy, je n'avais pas tort de vous dire que ces associations jurassiennes ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Les économistes s'en sont préoccupés, et très justement. C'est une institution communiste, s'il en fut, et je m'étonne parfois que, au temps de nos grandes frayeurs proudhoniennes, on ne l'ait pas signalé comme un péril social. À sa dernière session, le Conseil général d'un département voisin constatait, comme à regret, qu'une telle institution était, pour le pays qu'il a créé, une cause de prospérité. Après avoir examiné avec quelque défiance les usages qui règlent la fabrication des fromages, il déclarait qu'ils sont une exception au principe des sociétés ordinaires, mais une exception utile, indispensable à tel point qu'on avait pu, sans de graves inconvénients et de graves désordres, essayer de les abolir. Conséquemment, se résignant pour cette fois à subordonner les principes à l'expérience, le Conseil approuvait à l'unanimité un projet de loi qui viendrait enfin régulariser et confirmer une organisation trouvée d'instinct, il y a de cela plusieurs siècles, par le bon sens et par la bonne foi populaire. Je livre ce fait, mon cher Guy, à vos réflexions, et sans vouloir en raisonner plus au long, de façon irrespectueuse pour les principes des sociétés ordinaires, je vais à la fruitière faire ma provision de vachelin, afin que, après avoir chanté tout l'été comme la cigale que j'entends là-bas dans la prairie, je ne me trouve pas comme elle, fort dépourvue, quand la bise sera venue. Adieu et au revoir. On attend impatiemment ici certains livres que j'ai promis à la bibliothèque communale et qui traitent de l'amélioration des races d'animaux domestiques. Aidez-moi à tenir ma promesse. Daniel Stern.